Alors, vous le savez peut-être pas, mais avant de faire du VTT, j'ai fait plus de 20 ans de motocross. C'est facile quand tu commences à 3 ans. Mais j'avais un gros niveau d'investissement dans cette discipline et un bon niveau international. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté pour devenir débutant dans le VTT. Et ça, la plupart des gens qui me suivaient à l'époque, parce que j'avais quand même une petite fanbase, on va dire, en tout cas des personnes qui me suivaient de manière active, comprennent toujours pas, quoi. Dès que j'en croise certains, ils me disent « mais la moto, ça te manque pas ?» Ils comprennent pas comment on peut, comme ça, switcher d'un coup, alors que c'est des passions quand même qui ont tendance à te brûler le corps. Et c'est ça que je vais un peu vous raconter maintenant. Pourquoi cette décision ? Alors tout commence quand un jour mes parents me disent « va voir dans le couloir ». Et je vais voir dans le couloir, effectivement il y a une petite moto, mais qu'est-ce que je fais? Je retourne direct dans ma chambre jouer à autre chose. Timidité, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on me raconte parce que je m'en souviens pas. Ensuite mon père monte des roulettes dessus et je vais sur un petit terrain de foot et je tourne de plus en plus vite, donc de plus en plus large, et je finis par tomber dans la rigole au bord du terrain. À partir de là, je voulais plus toucher à la moto. Donc mon père prête la moto à mes cousins. Un jour, je vais voir mes cousins et je les vois au loin en train de faire de ma moto. Qu'est-ce que je dis? Je dis, mais c'est ma moto ça. Et à partir de là, j'ai commencé à en faire pendant très longtemps. Au début, bon, j'allais dans un club sympa, on faisait des exercices de maniabilité et tout, c'était assez marrant. Et un jour, il y a un Vosgien qui vient dans notre club, qui va sur le circuit des Grands, déjà on n'y allait pas beaucoup nous, et qui envoie vraiment du gaz. C'était Romain Fèvre, donc, qui est aujourd'hui champion du monde. Il envoyait vraiment du gaz, on était en 60 cm3, donc vraiment des petits modèles. Hein. J'avais 7 ans à peu près. Son père en fait sort une 80 cm3 toute neuve du camion, alors que moi à l'époque là, une 80 cm3, ça m'était même pas encore venu à l'idée, quoi. Il avait pourtant 1 an de moins que moi. Et il retourne sur le grand circuit, il met encore plus de gaz, c'était assez impressionnant, et il se satellise vraiment fort. Guidon tordu complet. Et à partir de là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là aussi, on s'est lié d'amitié avec Romain et on est allé tous les week-ends rouler ensemble jusqu'à ce qu'on ait des niveaux équivalents et qu'on mette vraiment des très gros gaz sur les courses régionales et nationales. Et on se bagarrait vraiment fort jusqu'à ce qu'on arrive à nos 11-12 ans ou 12-13 ans. Sur une course où là à Saint-Mihiel c'était assez incroyable, on s'est battu férocement, on s'est passé, repassé, et j'arrive dans le dernier tour, dans le dernier virage, je suis en tête, il est juste derrière moi, et à l'intérieur il y a un retardataire. Je me jette dans l'extérieur parce que c'est la seule option pour moi, sauf que le retardataire, certainement qu'il a vu le drapeau bleu, et il commence à se décaler vers l'extérieur, vers moi, pour nous laisser passer probablement, sauf que j'étais déjà là. Donc à ce moment-là, je pile sur les freins, je croise et je prends la pelle de la table en diagonale, vers la droite. Romain, voyant cette opportunité, lui plonge à l'intérieur et il met gaz en grand pour essayer de me doubler. Et il croise la table, lui, vers la gauche, ce qui fait qu'on arrive et on se touche en l'air. Et c'était vraiment chaud. Je ratterris de travers, mais je tombe pas. Romain non plus ne tombe pas. Le problème, c'est qu'il met le pied par terre et il se fait les ligaments croisés. À partir de là, Romain arrête le motocross pendant un certain temps. On s'est un peu perdu de vue à ce moment-là. Et moi j'ai continué ma carrière, donc j'ai fait le championnat de France cadet avec les noms devant, c'était Marvin Musquin, Gauthier Paulin, Valentin Tellier, Arnaud Tonus, Loïc Larieux, enfin il y avait vraiment un gros plateau. En 125, j'ai croisé Soubeyras, et puis aussi les mêmes qui sont montés avec moi dans la catégorie. C'était des belles saisons, j'ai fait 11e du championnat de France
en 85 cm3, j'ai fait des 13e l'année suivante en junior, donc ça c'était une belle transition, surtout que j'étais un petit gabarit et j'ai réussi à faire une belle transition sur le 125, donc ça c'était cool. Et puis au fur et à mesure j'ai eu pas mal de réussites. J'ai gagné le trophée de France KTM où j'ai gagné une 450, c'était assez incroyable. J'ai fait pas mal de supercross assez tôt, dès les 85 cm3 et ça m'a beaucoup plu cette idée. Donc l'idée c'était de faire l'été du motocross et l'hiver du supercross, donc dans des salles. On allait, j'ai fait le supercross de Genève, j'ai fait des super belles courses, j'ai même fait un podium au supercross de Genève. Et donc voilà, ma carrière c'était beaucoup ça. Et puis je me suis attelé à faire un peu le championnat de France national MX2. C'était un championnat à mon niveau et en fait la première année où je le fais, je fais 3e, ce qui était plutôt bien. La deuxième année, je voulais le titre et j'échoue, je fais 2e. Ou non, j'étais 2e et je me blesse. Et l'année suivante, je me bats à nouveau pour le titre. Je fais 2e, j'échoue à 3 points. Mais voilà, j'avais le niveau. Mais à un moment, ça m'intéressait plus forcément d'essayer de gagner ce championnat, sachant que ce n'était pas ce qui me faisait rêver le plus. Moi, ce qui me faisait rêver le plus, c'était d'aller sur les grosses courses, les gros événements du type championnat du monde. Donc j'ai fait du championnat d'Europe EMX2, j'ai fait du championnat du monde MX3. Ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai fait ça en 2011, 2012, 2013. Et j'ai fait 16e du championnat du monde MX3 avec parfois des all shots, souvent des très beaux temps chrono. J'étais très fort en chrono. Par contre, j'ai pas mal galéré avec mes départs. Donc ça, c'est un peu le regret de ma carrière. Mais quand même, j'ai eu une super carrière. Je suis allé beaucoup au championnat allemand, qui était un championnat international avec, pareil, des pilotes pros, hein, même des pilotes pros qu'on ne connaît pas, dont vous ne connaissez pas les noms, mais des mecs qui travaillent pour ça. Sauf que moi, en parallèle, je n'étais pas un pilote pro, je faisais mes études et on avait quelques petits sponsors qui nous aidaient à faire ça, mais ça restait très amateur quelque part. Sur ce championnat allemand, pour citer quelques noms, il y avait Maximilian Nagel, Ken Roczen, pour ne citer que. Bon, il y avait un gros niveau et puis moi, je me bagarrais, j'aimais bien. Ça ne me dérangeait pas en fait de me bagarrer pour les points, d'être dans les 20, dans les 15, parce que c'était les grosses pistes de championnat du monde, c'était super bien préparé, et puis voilà, on est au cœur du sujet, quoi. Ça ne me dérangeait pas. Romain, qui avait fait un peu de super motard pendant une bonne petite période, était revenu en motocross, je crois que c'était en 2010, et il est revenu sur le championnat national sur lequel j'étais un des cadors, et il n'avait pas perdu le cochon. C'est-à-dire que à nouveau, à Saint-Mihiel, au même endroit où il s'était blessé avec moi, on fait une grosse course, et dans le dernier tour, il me double, et on arrive sur ce même fameux virage, je ne sais plus, c'était peut-être 6 ans auparavant, où on s'était percuté. On arrive sur ce même virage, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui suis derrière lui. Et on arrive sur cette table, il n'y a pas de retardataire cette fois-ci. Sauf que là, je fais, je pense, le scrub de ma vie, où vraiment j'étais derrière lui, j'amortis sur la table, j'avais la tête à l'envers, je pense. Je ratterris juste devant lui et je finis la manche devant lui. Donc assez fier de ce move. Surtout que je crois que c'est la dernière fois où je l'ai battu en manche. Je l'ai encore battu quelques fois en chrono sur des championnats de France élite, etc. Mais après, il s'y est mis professionnellement et il est devenu champion du monde. Donc, assez fier quand même de l'avoir battu plusieurs fois à la régulière parce que c'est cool. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais pu devenir champion du monde, mais quand même assez fier de ça. Donc en 2014, je me dis ok, on va quand même essayer d'avoir un titre parce que c'est bien beau de se battre pour des points, mais d'un point de vue sponsor, quand tu fais 18e d'un championnat, même s'il est très relevé, bon, ça n'aide pas trop. Donc c'est quand même intéressant aussi d'avoir une gestion de championnat et tout ça, alors que moi, à chaque manche, je mettais tout ce que j'avais et si je tombais, bon bah tant pis, j'essayais tout. Alors que là, quand tu réfléchis en mode championnat, ben, parfois tu dois accepter de rouler un peu moins en dedans pour faire 3e, 4e, histoire de marquer des gros points et être plus dans une gestion de championnat que de tout mettre quoi, dans une manche. Et donc c'était intéressant, je me suis battu avec Richard Fura qui, dernière manche, il va avoir un problème mécanique et je vais réussir du coup à choper ce titre et c'est ce que je vends à tout le monde. Je dis que je suis champion de France de motocross, c'est vrai, mais c'est pas de ça dont je suis le plus fier, quoi. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été me battre sur des circuits avec les meilleurs pilotes du monde, même quand j'ai fait 15e, même quand parfois j'ai fait un chrono 2e en championnat du monde, premier sur des supercross. J'arrivais à faire des super belles choses, j'étais très fort en chrono, en fait. Et en manche, je galérais un peu avec mes départs. Si bien qu'on arrive en 2015, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en master à côté, et ça me prenait pas mal d'énergie.
et je ne pouvais pas aussi m'entraîner de manière qualitative. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'habite dans le Grand Est et que l'hiver, c'est un peu l'enfer, je galérais déjà beaucoup à trouver des terrains ouverts parce qu'en fait, les terrains, déjà, il n'y a personne qui vient s'entraîner, donc ils ne vont pas se faire chier à ouvrir le terrain. Et aussi, les conditions sont tellement pourries que si tu roules, tu as tendance à tout détruire le terrain et ça n'intéresse pas trop les clubs, quoi, on va dire. Donc je galérais déjà à avoir des terrains ouverts. Je ne pouvais pas me permettre d'aller tous les week-ends dans le sud parce que déjà, je n'avais pas le budget, je n'avais pas l'énergie et le temps pour faire ça. Donc je m'entraînais comme je pouvais. Ce qui fait qu'en début de saison, j'étais souvent un peu pas au top, quoi. C'est pour ça que je ne faisais pas le championnat de France élite, qui lui commence en mars et est presque fini en mai, quoi. Parce que c'est la période de l'année où je suis le moins bon, quoi. Moi, je commençais à être bon plus tard, quand la météo était meilleure chez nous et surtout quand il y avait les vacances d'été. Parce que comme je continuais mes études, là où je pouvais enfin rouler un peu la semaine, c'était pendant les vacances d'été. Sinon, le reste du temps, en fait, la semaine, je roulais pas, je faisais un peu de muscu, j'allais courir. C'est tout, je roulais que le samedi, dimanche. Et je suis assez fier de ça quand même, c'est des choses qu'on ne raconte pas normalement, enfin en tout cas qui ne se voient pas, mais en fait je roulais que 2 fois par semaine, le samedi, dimanche, et encore dans des conditions souvent compliquées. Et j'arrivais à me bagarrer avec des mecs qui étaient professionnels, et même si je finissais souvent par flancher en manche, au bout de 20, 22 minutes, 23 minutes, je faisais trop d'erreurs, mais c'est pas parce que j'avais pas la caisse, parce que la caisse je l'avais, j'étais vraiment bon physiquement. Par contre, c'était plus du feeling et de la technique, ça me demandait une grosse énergie en fait de rester concentré pendant toute une manche et de pas faire d'erreurs. Là où au chrono, sur un tour, j'arrivais à faire des super belles prouesses parce que voilà, sur un tour j'arrivais à avoir la concentration nécessaire et je faisais pas d'erreurs et en fait j'étais super rapide, quoi. J'ai fait comme dit, j'ai fait des chronos. Souvent, je faisais des deuxièmes temps au championnat d'Europe, deuxième temps au championnat de France élite, quatrième temps en 450 championnat de France élite, premier temps en supercross une fois en Allemagne, mais temps absolu, c'est-à-dire j'étais en catégorie SX2 et j'ai fait le meilleur temps par rapport à tout le monde, les 450, Cédric Soubeyras, Florian Richer, etc. Donc vraiment les chronos, c'était le truc que je savais faire. J'avais un peu de mal sur les longues manches parce que je finissais toujours par faire quelques erreurs parce que c'était pas assez naturel chez moi parce que je roulais pas assez souvent, c'est ce que je pense. Et là, on arrivait donc du coup en 2015 et je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire cette année-là parce que je peux pas rouler plus. Je vois bien que j'arrive en fait dans un cul-de-sac. J'arrive dans un cul-de-sac parce que je peux pas m'entraîner plus. Je me bagarre avec des mecs qui sont professionnels, qui s'entraînent 2 fois la semaine plus le week-end, donc qui s'entraînent au moins 4 fois et qui montent 4 fois sur la moto. Là où moi je peux rouler que 2 fois et c'est pas toujours dans des bonnes conditions en plus. Du coup, j'arrive un peu à un cul-de-sac où je me dis je vais pas réussir cette année en fait, en continuant mes études, à progresser. Je vois pas comment je peux faire progresser. Aujourd'hui, ça fait déjà 2-3 ans que je mets toute mon énergie, tout ce que j'ai, toutes mes ressources, je les mets dans mon entraînement, dans ma discipline et je peux pas faire plus en fait. Donc il y a 2 solutions à ce moment-là. Soit tu arrêtes tes études, tu te mets professionnel en motocross et ça veut dire aussi qu'il faut trouver les sponsors, qu'il faut trouver les gens qui vont croire en toi, sachant que d'après eux, tu es juste quelqu'un qui fait dans les top 20 sur les grosses courses championnat du monde. MX3, hein. Alors MX3, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est quand même pas la catégorie reine, hein. À l'époque, tu avais 125, 250, 500, qui est devenu MX2, MX1, MX3. Il faut se dire, c'est qu'il y avait les 254 temps, les 454 temps, et le MX3, c'était une catégorie du coup open où tu pouvais mettre des kits et monter à des 484 temps, etc., etc. Mais en vrai, une 450, c'est déjà tellement puissant que la catégorie MX3, tout le monde roulait en 450. Et du coup, c'était une sous-catégorie du MX1. Mais ça restait quand même un super bon niveau, hein. En fait, en 2015, c'est la première année où je me dis, ok, en fait, l'année prochaine, je vais me fixer un objectif qui ne va pas être supérieur à celui de l'année passée. C'est la première fois que ça m'arrive et ça c'est bizarre. C'est bizarre parce que il faut que j'accepte que je vais pas pouvoir. C'est soit je deviens professionnel mais il faut trouver des sponsors et puis de toute façon j'ai pas du tout envie d'arrêter mes études en vrai parce que je suis déjà très loin dans le processus et que j'aime ça, hein, aussi. Donc du coup faire les deux c'est très compliqué. En vrai ça a toujours été compliqué, on pourra en reparler un jour. Mais faire les deux, ça demande un gros investissement. Et là, je suis arrivé un peu au maximum de ce que je pouvais faire d'un point de vue. Il aurait fallu que j'ai un mécano. Mais en gros, tout l'entraînement hivernal, c'était ma corvée. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas rouler 2 heures, c'est au moins 2 heures de lavage. Quand j'allais à l'éléphant bleu,
J'allais à l'éléphant bleu parce qu'en fait, ça allait plus vite parce que tu as de l'eau chaude avec du savon et du coup, je mettais 20 € rien que pour un roulage, quoi. Et du coup, après, il faut faire quoi, le filtre à air, vidange, tout l'entretien pour rerouler le lendemain si on est samedi ou la semaine suivante. Et donc, en fait, à chaque fois que tu vas rouler, 2 heures sur place, tu as à peu près 1 heure de roulage et tu entretiens pendant au moins 2 heures. Du moins, tu remets tout en état pour le week-end suivant. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Donc, j'étais un peu fatigué de ça, sachant que j'avais plus d'opportunités où je ne me voyais plus progresser en fait à ce moment-là. Les deux autres solutions qui me restent, c'est soit ok, j'accepte ça et maintenant je roule sur mes acquis, je me fixe des objectifs pas plus haut que l'année dernière et j'essaie de me maintenir, je respecte énormément les mecs qui font ça, qui ont des longues carrières et c'est cool. Mais l'autre option, c'était de me dire écoute, j'arrête, je vais en fait, pourquoi est-ce que j'arrêterais? Parce qu'il y a certainement plein d'autres choses magnifiques à découvrir, hein. On est beaucoup dans notre bulle sur le motocross, mais peut-être qu'il y a d'autres choses super intéressantes à découvrir. À ce moment-là, quand je me dis ça, je me dis pas tiens, je vais faire du VTT, je vais faire de l'enduro et tout. Je me dis juste je vais arrêter et je vais en profiter pour découvrir un nouveau sport. C'est tout. Et je savais pas du tout quoi faire. Alors le choix, c'est quand même assez vite recentré sur du vélo, parce qu'il me fallait un sport de technique et de pilotage. Très vite, j'ai bien compris que ça allait être certainement du vélo, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Est-ce que c'était de la DH? Est-ce que c'était du BMX? C'était vraiment les deux premiers sports qui me sont venus à l'esprit. Je ne connaissais pas l'enduro en fait. Et en fait, j'ai réfléchi. Là, par contre, j'avais 24 ans ou 23 ans. Et là, j'ai posé les choses à plat. J'ai vraiment fait le point sur mes contraintes, quoi. À chaque fois que je dois aller rouler, je dois charger tout. Je dois pas faire 1 heure de route pour aller trouver un terrain à peu près potable, minimum. Je dois payer le terrain, je dois faire tout ça. Les terrains, souvent, ils sont pas ouverts. J'ai besoin quand même que quelqu'un vienne avec moi à l'entraînement parce que c'est quand même un sport dangereux. Je peux pas me permettre d'y aller tout seul. Donc, il y avait plein de contraintes que j'ai mis à plat et j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé la DH. Je me suis dit, ok, si je fais de la DH, j'ai à peu près les mêmes contraintes, c'est-à-dire que je dois faire au moins 1 heure de route pour aller trouver une piste de DH. En plus, quelqu'un doit me faire des navettes. Donc absolument, je dois m'entraîner avec quelqu'un. Je vais galérer, je vais pouvoir m'entraîner finalement que les week-ends. Je vais me retrouver avec exactement les mêmes contraintes quelque part, à part que l'entretien sera un peu plus facile à faire. Ça va me prendre un peu moins de temps, mais c'est les mêmes contraintes, quoi. BMX, j'ai regardé autour de chez moi, la piste la plus proche, 1 heure de route, et après 2 heures, en fait il n'y a pas de piste, quoi, quasiment. Donc je me suis dit ok, même contrainte. Et je commençais un petit peu à regarder, j'avais un pote qui s'est mis à l'enduro. Et j'ai regardé un peu, il m'a prêté son vélo. À ce moment-là, je ne voyais pas trop la différence entre un vélo de DH et un vélo d'enduro, hein, quand même. En tout cas, on est allé rouler une fois en Alsace, il m'a prêté un vélo et j'ai fait « What? C'est ça l'enduro? Mais c'est trop bien en fait !» Et j'ai découvert le truc vraiment comme ça et j'ai dit « Ok, c'est bon, je fais ça ». La dernière course que j'ai fait, je savais que c'était ma dernière course parce que j'avais déjà pris ma décision pour l'année suivante. Et là, j'ai roulé comme un dieu. Là, j'ai ma dernière manche, je suis parti 2. Je me suis fait passer, j'étais 3e. Et là, je me suis mis en mode machine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé comme ça. J'ai eu des sensations. J'étais tellement actif sur mes jambes. J'ai doublé les deux mecs, mais dans une grande ligne droite. J'ai recoupé, je suis passé devant. Wow, c'était incroyable. Rien que d'en reparler, j'ai encore des frissons. Et j'ai trop bien roulé sur ma dernière course, à tel point que je me suis dit, waouh, si je roule comme ça, je vais continuer la moto quand même. Mais non, j'avais pris ma décision. Et je suis parti faire du VTT. Et j'étais un vrai débutant. Je galérais. J'avais des potes qui n'étaient pas forcément hyper forts, hein, mais ils sortaient des virages. Ils partaient. Je faisais, mais comment c'est possible? J'avais pas du tout compris comment on faisait du vélo et ça m'excitait aussi. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à dire là-dessus. C'est que, si tu veux, à ce moment-là, moi, je regarde un petit peu sur Internet, je vois les résultats de l'enduro, je commence à m'y intéresser un petit peu, et je vois un nom qui résonne, qui est Nicolas Vouilloz. Et moi, je ne connaissais rien en vélo. Par contre, un jour, il y a très longtemps de ça, dans un magazine, il y avait un comparo David Villemain, Nicolas Vouilloz. Donc, la star du motocross français et la star du VTT français. Et du coup, ce comparo, ça m'avait marqué un petit peu. J'avais bien aimé cet article, mais j'étais tout petit, hein. Mais j'aimais aussi le fait qu'ils avaient joué avec les noms Villemain, Vouilloz. Il y a une petite assonance. Ça m'avait bien marqué ce truc. Et en fait, je regarde les résultats, je vois Nicolas Vouilloz et je me dis, waouh,
En fait, David Villemin, ça va faire 10 ans qu'il a arrêté le motocross. Et là, il y a Nicolas Vouilloz je crois qu'il avait fait 3e d'une Coupe du Monde. Et je me suis dit, en plus, dans ce sport-là, tu peux durer longtemps, apparemment. Et moi, ça m'a plu parce que quand tu es débutant dans un sport et que tu as 24 ans, bon, il faut un peu de temps avant de commencer à faire des choses intéressantes. Du coup, tout semblait matcher parce que c'est pareil, en fait. L'entraînement en enduro, moi, j'ai un petit plateau près de chez moi où tu as des spéciales qui font 1 minute 30. Mais je peux m'entraîner. Je peux m'entraîner à 10 minutes de chez moi. Dans la discipline, tu as beaucoup d'endurance. Donc, à chaque fois que je vais monter sur un vélo, même si je ne fais pas des descentes ou quoi, ça va rentrer dans le cadre de l'entraînement. Donc, tout ce que je vais pouvoir faire, ça rentre dans ma discipline, en fait. Et je me suis éliminé énormément de contraintes. Je ne suis pas obligé de faire 1 heure de route. Je ne suis pas obligé d'avoir quelqu'un avec moi. Je n'ai même pas besoin de payer le terrain. Le lavage. Aujourd'hui, quand je vais à l'éléphant bleu, c'est 2 €, parfois 3. Et donc franchement, tout était beaucoup plus simple et tout était beaucoup plus efficace. Et moi, j'avais besoin d'efficacité parce que malgré tout, j'étais passé en doctorat à ce moment-là. Et même après ça, je vais travailler. Donc j'ai besoin de quelque chose d'assez efficace pour pouvoir faire les deux. Parce que j'ai toujours fait les deux et j'ai envie de faire les deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait le VTT. Être débutant dans une discipline, c'est avec ce côté excitant quand même. Par contre, tu vois, je parlais au début des personnes qui me suivaient et qui me suivaient de manière active. Je me suis dit, bon, je pars dans le vélo, je vais les emmener avec moi quelque part. Alors, je ne vais pas les forcer ou quoi, mais en tout cas, je vais bien communiquer. Je vais leur expliquer sur mon site web, sur des vidéos, sur des trucs, à quel point c'est intéressant. Et j'ai essayé de leur montrer que ce sport est cool, quoi. Mais en fait, ils s'en battent les steaks. Mais complètement, en fait, j'étais complètement perdu. J'arrive pas à amener les gens avec moi dans cette discipline. Et en fait, je comprends ça complètement. Je comprends ça complètement parce que quand mon pote avait arrêté la moto pour faire de l'enduro, je m'en foutais complètement, en fait. Je m'en foutais. Ok, il fait du vélo, c'est tout ce que je savais. En fait, il se régalait, il allait en montagne et il faisait de la DH et de l'enduro. Il se régalait, mais simplement, à un moment, tu peux pas forcer les gens à s'intéresser à ce que tu fais, en fait. Et comme je savais que moi, je m'en étais foutu de mon pote qui était parti faire du vélo, je ne m'étais pas du tout intéressé au vélo, je comprenais qu'on ne me suive pas, en fait. Et ça ne m'a pas dérangé. De toute façon, moi, j'étais déterminé, je savais ce que je venais faire. J'ai mis le même investissement que j'avais en moto, je l'ai mis en vélo. Et en fait, j'ai commencé, ma première saison, c'était en 2016. Et en 2018, j'ai fait 2e de la Coupe de France. Donc, c'était une vraie réussite. Je suis tellement fier d'avoir tout bien posé au départ et que l'enduro, c'est vraiment un sport passionnant en fait. Enfin, je veux dire, je suis monté sur le vélo, j'ai fait cette première descente, j'avais le sourire jusque là, j'ai fait waouh, mais si c'est ça, mais je veux absolument faire ça en fait, c'est trop bien. Est-ce que c'était l'effet de nouveauté? Je sais pas, parce que aujourd'hui je kiffe toujours autant quoi. Et j'ai commencé du coup, je suis monté sur un vélo la première fois en fin 2015 quoi, disons été 2015. Et aujourd'hui, on est en 2024, début 2024, donc j'ai pas lâché quoi. Et aujourd'hui, j'ai un beau soutien, j'ai un beau niveau et je suis fier et je m'entraîne toujours autant et je me régale. Donc c'était pas une erreur. Peut-être que j'aurais pu me passionner d'un autre sport par contre. C'est ça que ça me fait réaliser, c'est que j'aurais pu devenir champion de pétanque peut-être. Mais je crois que je kiffe. En fait, ce que je kiffe, c'est progresser et le pilotage, la technique. La technique, c'est quelque chose, c'est fascinant et j'adore ça. Et alors pourquoi est-ce que j'ai complètement arrêté le motocross? Simplement parce que j'étais complètement à fond dans cette nouvelle discipline et qu'au tout début j'ai gardé une moto, mais en fait je la roulais pas parce que fallait que je fasse des descentes, fallait que je roule, j'avais trop envie et je me passionnais sur ce nouveau sport et ça m'a permis quelque part d'écarter la moto. Alors est-ce que le motocross me manque? Non, ça m'a pas manqué. Après, il faut bien imaginer que quand tu vis un sport comme ça, tu le vis. C'est-à-dire qu'en janvier, tu es pressé que le Supercross US commence, tu es pressé que les Grands Prix commencent, tu regardes tout, tu vas sur les sites, tu te lèves le matin, je pense moto, je vais m'entraîner, je pense moto. J'étais vraiment déterminé et je vivais le sport à fond, quoi. Donc forcément, ça a choqué les gens le jour où j'ai arrêté. Mais moi, je savais pourquoi j'ai arrêté et surtout, je me suis passionné du VTT. À un moment, je crois que tu peux que remplacer une passion par une passion. Parce que tous les mecs qui arrêtent la moto, à chaque fois, ils y reviennent, quoi. Mais si tu remplaces une passion par une passion, je crois que c'est possible. Ça reste mon sport de cœur, hein. Je m'intéresse à la fois, je regarde le motocross et je regarde la DH et je suis conquis, quoi. Est-ce que faire rouler 2-3 fois dans l'année sur une moto, oui, pourquoi pas.
ça me titille quand je vois Loris Vergier, Loïc Bruni, etc. qui vont faire du motocross et tout. Je me dis, ah, je pourrais, mais bon, j'ai pas autant de temps qu'eux pour faire tout ça. Donc non, jusque-là, le motocross ne me manque pas.